Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, nous recevons notre premier invité, Éric Maisonneuve d'Homme Québec. Plus tard à l'émission, notre collaborateur Jean-François Plouffe nous parle du cadre de référence en partenariat entre les personnes soignantes et bénéficiaires. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet, la phrénologie. Alors tout ça, le menu de Folie douce cette semaine, on commence en chanson avec Hippocampe fou et la chanson s'intitule Du bout des doigts. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce qui traite de santé mentale depuis plus de 25 ans. J'accueille mon invité qui est Éric Maisonneuve. Bonjour, M. Maisonneuve. Bonjour. Vous êtes président de Homme Québec, qui autrefois s'appelait Réseau Homme Québec. On va tout expliquer ça, qu'est-ce qui s'est passé. On s'est déjà parlé ici à l'émission. Parce que la santé des hommes, santé mentale des hommes nous a souvent préoccupés. Mais on a l'impression qu'on n'a pas parlé tant que ça. Puis dans l'équipe ici, c'est assez masculin. Okay. Puis je me rends compte que les hommes, longtemps, ont été un peu négligés, entre guillemets. Puis je pense qu'on sent qu'il y a plus de services qui sont visés vers eux. Donc, on va expliquer un petit peu ce que vous faites, finalement, chez Homme Québec. D'accord. D'abord, peut-être resituer le réseau Homme Québec, un peu l'historique, s'il vous plaît. Donc, en fait, effectivement, quand ça a été mis sur pied à l'époque par Guy Corneau et plusieurs, il y était une vingtaine d'hommes à l'époque quand ils ont créé les premiers groupes de parole et d'écoute entre hommes, donc c'est en 1992. Ça avait été créé sous le vocable de Réseau Homme Québec à l'époque. Ça a duré, en fait, ce vocable-là est demeuré en force jusqu'en 2017, en fait. Je dirais même que c'est en 2018 là, qu'on a décidé de changer de nom. Ouais. En fait, on a célébré le 25e anniversaire du Réseau Homme Québec 2017. OK. Et à la fin de l'année 2017, on avait demandé à des étudiants de l'UQTR à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Trois-Rivières, de faire des travaux sur un éventuel plan de communication pour notre organisme et tout ça. Puis en fait, il y avait différents groupes d'étudiants qui avaient travaillé sur le dossier et ils étaient tous arriver à une même conclusion, c'était que le nom de Réseau Homme Québec appelait certaines personnes, surtout chez les hommes, ça avait une connotation qui pouvait être considérée comme un peu péjorative. Puis je donne par exemple, il y avait Réseau Contact. Ah oui. Donc les gens associaient ça, est-ce que c'est un réseau de rencontres pour hommes homosexuels, des choses comme ça. Ouais. Connotation avec les réseaux sociaux, avec les bons et les moins bons côtés que ça peut interpellé, si on veut. Et donc, on a pris la décision au sein du conseil d'administration, puis on a quand même discuté avec nos bénévoles dans toutes les régions. On a même avisé l'Assemblée générale annuelle avant de procéder de façon plus formelle à ce changement-là. Donc, on a proposé d'éliminer le mot réseau de notre appellation, si on veut, pour devenir aujourd'hui ce qu'on appelle Homme Québec. Et Homme Québec au pluriel, si je ne me trompe pas, au Réseau Homme Québec, me semble, il a été au singulier. Donc, dans le fond, c'est les hommes du Québec. C'est tous les hommes, effectivement. Les hommes du Québec, on s'adresse à tous les hommes, exactement. De partout et de tous les... De toutes les cultures, de toutes les origines, de toutes les couleurs, de toutes les langues. À rigueur, en fait, c'est très francophone comme organisation. On est relativement peu nombreux. Mais cela étant dit, quand il est temps de parler d'un groupe de parole et d'écoute, pour moi, c'est un langage universel parce qu'on parle de nos émotions et tout ça. Donc, s'il y avait de la demande, je pense qu'on serait en mesure d'offrir le service à tous les hommes, peu importe leur nationalité ou leur langue. Là. Au moment où Guy Corneau, qui nous a quittés malheureusement, c'est un décès rapide, mais au moment où il a fondé cette organisation-là, je pense qu'il y avait énormément de besoins. Il y en a encore beaucoup, mais je pense qu'on parle d'un autre monde là, à cette époque-là. Là. Oui, tout à fait. Puis à cette époque-là, on se rappelle qu'il était très visible au sein notamment à la télévision avec les émissions de Jeannette Bertrand, parler avec un gars et tout ça. Puis je me souviens encore, j'étais relativement jeune à l'époque, mais je me souviens de voir un groupe d'hommes autour de la table avec Violette qui faisait la bonne un peu, exactement. Qui venait servir et tout ça. Puis c'était comme je pense que c'était les premières fois que les hommes étaient témoins d'un groupe de parole et d'écoute entre hommes. C'était très innovateur à l'époque. Et ça avait créé un certain engouement à l'époque. Il y a eu au-delà d'1 millier de membres à l'époque où Guy Corneau était fondateur et président de l'organisation. Mais à partir du moment où Guy Corneau a quitté, on a perdu un peu de cette visibilité-là, de cette crédibilité-là. Et au niveau du membership, on s'en est beaucoup
beaucoup ressenti. Puis encore aujourd'hui, on essaie encore de se remettre de ça ou de se donner un nouvel élan, un nouvel essor pour retrouver un membership qui serait aussi intéressant qu'il l'était à l'époque. C'est important d'en parler. Puis il faut voir aussi, ce serait intéressant de savoir pour les auditeurs comment la santé mentale des hommes se porte actuellement, parce que on entend que les hommes sont plus en mesure de parler, sont plus affichent plus leurs émotions, prennent plus peut-être part à la vie familiale, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 30-40 ans. Exact. Donc comment se situe la santé mentale des hommes d'après vous? En fait, je pense qu'effectivement, il y a eu des progrès. Je pense que si on parle de la paternité, entre autres, je pense que les hommes d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus en mesure d'assumer une certaine part de responsabilité dans les tâches familiales, etc., etc. Je pense qu'ils sont plus en mesure de s'exprimer aussi à travers leurs relations de couple et tout. Cela étant, c'est loin d'être terminé. Je veux dire, ça demeure encore un défi pour nous d'amener les hommes. Puis c'est vrai qu'au niveau des services qui leur sont offerts, je pense qu'il y a eu des gains puis il y a eu des avancées dans les dernières années. Cela étant dit, j'en appelle aux hommes eux-mêmes de prendre soin de leur propre santé mentale. Ouais. Et c'est beaucoup ça, en fait, pas ce que je constate, mais ce qui s'est révélé au travers des dernières études. Puis là, je le dis dans mes mots, mais une des caractéristiques qui revenait dans toutes les études qui ont été faites sur la santé et le bien-être des hommes au cours des 40 dernières années, le premier besoin de tous les hommes, c'est de ne pas avoir besoin de rien. Ouais. C'est d'être autonome, puis on est capable seul, puis on est fort, puis il pleure pas mon petit gars, puis etc. Cet héritage-là, je pense qu'on porte encore de façon, qu'on transmet de façon intergénérationnelle. Je pense qu'on l'incarne encore beaucoup. Les hommes sont encore très fiers, très autonomes, on est capable tout seul. Et moi-même, malgré toutes les connaissances et le bagage que j'ai, quand j'ai vécu des difficultés ces dernières années, j'allais pas demander d'aide à personne. Là. Je suis capable seul, puis je vais me débrouiller tout seul, puis je vais me sortir de mon merdier. Et je pense que c'est un peu là qu'on essaie de travailler, c'est d'amener les hommes à laisser tomber cette barrière-là pour aller vers... Puis là, on a travaillé sur un nouveau dépliant ces dernières semaines et le nouveau slogan, c'est de faire un pas vers soi et vers les autres. Mais j'en appelle aux hommes à faire ce pas-là vers soi. Dans un groupe de parole et d'écoute, ça nous amène en s'exprimant en jeu, en étant écouté dans un groupe où est-ce qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y a personne qui va nous donner de conseils. Ça amène l'homme à faire un pas vers soi et apprendre à se connaître lui-même un peu plus en s'exprimant sur que ce soit les bons côtés, les difficultés, les moments difficiles, ou ça peut être des joies, ça peut être un nouveau papa qui est fier de son nouveau-né ou d'un nouveau travail ou d'une réalisation professionnelle. C'est aussi un endroit pour exprimer nos bons coups, mais de le dire avec émotion et avec ressenti, dans un endroit où il n'y aura pas de jugement puis il n'y aura pas de conseils, ces choses-là, ça amène les hommes à faire un pas vers soi. Et c'est une façon de prendre soin de sa propre santé mentale. Oui. Et c'est un peu là, je pense que c'est un peu notre mission d'amener les hommes sur ce chemin-là. Et vous avez des activités un petit peu partout au Québec ou ça se centralise pas nécessairement à Montréal? Non, pas du tout. On est présent, je dirais, dans une dizaine de régions au Québec, c'est-à-dire qu'on est fondé sur le travail de nos bénévoles, évidemment. Donc, dans les différentes régions, on a des coordonnateurs régionaux qui, si un homme qui nous appelle ou qui nous interpelle à travers notre site web ou notre page Facebook, on va l'interpeller à venir prendre part à un de nos groupes. Puis là, il y a différents modèles de fonctionnement dans les groupes d'une région à l'autre. Donc, il y a des groupes qui vont être plus ouverts, où est-ce que les hommes peuvent venir sans aucun engagement pour venir voir comment ça se déroule, comment ça se passe et se familiariser un peu avec notre façon de faire. Puis il y a des groupes réguliers où est-ce que là, c'est vraiment un groupe de 6 à 10 hommes, où est-ce que c'est toujours les mêmes hommes qui se rencontrent à une fréquence donnée. Et il se crée à ce moment-là, quand ce sont toujours les mêmes hommes qui se rencontrent, ben il se crée un peu plus d'intimité, il se crée un peu plus de camaraderie aussi, et ça permet peut-être d'aller un peu plus loin. Quand je parlais de faire un pas vers soi, ben ça nous permet peut-être d'aller un peu plus profondément que quand on est dans une rencontre puis que les hommes alentour de la table changent de visage d'une semaine à l'autre. Là. Et il faut être disposé à ça. Les hommes peut-être voudraient des fois s'ouvrir, mais bon, dans le milieu de travail, milieu peut-être sportif, s'ils font du sport, des choses comme ça, sont peut-être pas à l'aise d'aller aussi loin, peut-être dans les discussions, que quand il y a des gens qui sont du même type, si on veut. Absolument. Même dans nos propres familles, des fois, en fait, souvent, puis ça s'est révélé au travers des études que je citais tantôt, souvent, les hommes, leur première confidente, c'est l'épouse, c'est la conjointe. Et donc, si un homme vit des difficultés concernant sa relation de couple, bien, des fois, il n'y aura pas d'endroit ou de personnes à qui se confier. Ouais. Et effectivement, quand on en parle à nos amis ou à des collègues de travail, souvent, ça va susciter des malaises, où les gens vont être portés à « ben non, faites-en pas, c'est correct, ça va passer ». Ou donner des conseils. Ou on va donner des conseils, tu devrais dire ci, tu devrais faire ça, ou tu devrais te séparer, ou etc. Alors que souvent, le principal besoin, en fait, j'appelle besoin, c'est peut-être pas le bon terme, mais
si on donne à cet homme-là un espace pour s'exprimer, en fait, la solution est en nous. Hein. Ouais. C'est pas la personne qui va nous dire quoi faire et que la solution va venir de l'extérieur. Quand on a l'occasion de s'exprimer sur ce que l'on vit, ce que l'on ressent, souvent la solution va émerger de nous-mêmes ou parfois, ça va être à travers l'écoute de l'autre. Oui. Des fois, quand on entend un homme s'exprimer sur son vécu, sur son ressenti, ces choses-là, ça nous interpelle sur notre propre réalité, mais là aussi, ça fait émerger la solution qui demeure en nous. Oui, c'est ça qui est spécial. Ça coûte tellement rien quand on regarde ça, puis c'est tellement magnifique dans le sens que c'est beaucoup plus solide que n'importe quel peut-être conseil qu'on pourrait avoir. Absolument. C'est ça. Vous aviez tenu un événement à l'automne 2018, quand même assez récemment, où ça s'intitulait en fait « Mots d'homme, n'ayez pas peur des mots ». Est-ce que les hommes ont peur des mots? Définitivement. Je pense que les hommes, ont besoin ont peur de s'exprimer. On peur de s'exprimer, puis en fait, je fais souvent référence à ça. Quand on s'exprime sur un ressenti, sur nos émotions, ça amène l'homme à se mettre dans un espace de vulnérabilité. On sera vulnérable si on affiche que j'ai vécu telle difficulté dans telle situation et j'ai eu peur de ceci ou cela. Nécessairement, c'est comme si on laisse tomber les armes, on laisse tomber le bouclier et on devient vulnérable. Ouais. Et je pense que les hommes, de façon consciente, mais plus souvent inconsciente, on a peur de ça. On a peur de ce qui pourrait nous arriver si on s'affichait vulnérable, alors que quand on se permet de s'affranchir de cette peur-là, on découvre toute la richesse qui se cache derrière cette peur-là. Ouais. Et là, c'est là que je pense que c'est là les gains ou les bienfaits de prendre part à un groupe de parole et d'écoute, c'est de profiter, de goûter à cette richesse-là, donc de s'affranchir de nos peurs, d'aller au plus profond de soi-même, si je peux le dire comme ça, et de découvrir tous les trésors qui se cachent derrière ces peurs-là. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, M. Maisonneuve, donc aux gens qui nous écoutent, les hommes? Ils ont le goût de prendre part à ça, mais ils vont pas oser, ils vont pas. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire comme argument pour dire essayez-le? Qu'est-ce qui pourrait les convaincre? Mais en fait, je pense que tu l'as bien dit, c'est-à-dire l'idée même de l'essayer. C'est-à-dire souvent, je pense que les hommes, ils vont même pas oser aller cogner à la porte pour aller voir ce qu'il en est, parce qu'ils vont se vautrer un peu derrière la peur à laquelle je faisais référence plus tôt. Et pour l'avoir vécu à quelques reprises, parce que j'ai préparé à différents groupes au cours des dernières années, souvent les hommes qui viennent pour une première fois, ils sont surpris de comment est-ce que ça se déroule et souvent ils se surprennent eux-mêmes, je pense. Et ils vont découvrir en eux que finalement, ils sont capables de s'exprimer. Ils ont des choses à dire et ça leur fait du bien de le dire. Mais tant et aussi longtemps qu'ils ne vont pas l'essayer, qu'ils ne vont pas le mettre en pratique, je pense qu'ils vont demeurer cachés derrière ces peurs-là. Fait que si j'avais un appel à faire, c'est peut-être d'oser. Oser franchir cette porte-là, puis oser s'exprimer une première fois dans un groupe de parole et d'écoute. Puis je pense que la plupart des gens qui viennent, en fait, je dirais même, je l'affirme, la plupart des gens, des hommes qui viennent goûter à ça, je pense qu'ils y prennent goût pour la plupart, puis ils vont apprendre à apprivoiser ces espaces-là. Et au fil du temps, quand je faisais référence aux groupes qui demeurent toujours les mêmes groupes d'hommes qui se rencontrent de semaine en semaine, et il y a des groupes qui durent depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, à ce moment-là, il se crée une intimité où est-ce que ces craintes-là auxquelles je faisais elles se dissipent complètement et ça amène les hommes à s'exprimer pleinement. Ouais. Et là, c'est très bénéfique aussi. C'est bon signe que ça dure comme ça aussi plusieurs années. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, on vient chercher quelque chose puis ça répond à un besoin. Absolument. Puis c'est pas des hommes qui sont nécessairement aux prises avec des ennuis de santé mentale, par ailleurs, mais juste de garder cette habileté-là à s'exprimer puis à laisser libre cours à l'expression de nos émotions. Ouais. Mais c'est comme faire du jogging le matin pour pas avoir une trop grosse bédaine. Là. Il faut juste continuer l'entraînement. C'est ça, c'est une forme d'exercice. Ouais. Comment on peut vous joindre? Parce que les gens qui nous écoutent voudraient participer, voudraient en savoir plus. Comment on fait? En fait, on a un site web qui est au www.hommequebec.ca, homme au pluriel. On est aussi actif sur Facebook. Donc, on a une page Facebook qu'on dit pour le national. Donc, si vous allez sur Facebook et vous cherchez Homme Québec, vous devriez nous trouver. Puis, on a des plus petites pages Facebook pour la région de Montréal, pour la région des 3L, Laval, Laurentides-Lanaudière et quelques autres régions. Mais en tapant Homme Québec sur Facebook, on est là et il y a moyen de trouver toutes les informations sur les activités qu'on organise là, dans les différentes régions du Québec. Merci beaucoup, M. Maisonneuve, Éric Maisonneuve, président de Homme Québec. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir. Merci. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu nous amènes quelque chose, puis il va falloir que tu nous expliques c'est quoi la phrénologie. Oui, en fait, c'est quelque chose que moi-même, je ne connaissais pas, mais j'ai quand même trouvé un article intéressant sur ce sujet, écrit par un monsieur qui s'appelle tout simplement Génono, qui est journaliste français et amateur de rap. C'est sur le site Motherboard. Et comme tu le dis souvent, c'est pas méchant ce qu'on dit, mais les noms français, des fois, sont spéciaux. Ouais, mais ça c'est un nom d'artiste. Là. Probablement, sûrement. Oui. C'est sur le site internet motherboard.vis.com. Oui, ça, c'est le magazine. Ça doit être le magazine Vice qui a commencé à Montréal. C'est possible. Alors, ce monsieur Génono nous dit « Si la science est un outil merveilleux, elle peut aussi se révéler particulièrement néfaste quand elle est dirigée par de mauvaises intentions. » Et le cas qui nous intéresse ici est un excellent exemple de science appliquée de la mauvaise manière. La phrénologie ou la science des bosses du crâne. Cette science, qui n'en est officiellement plus une depuis le milieu du 19e siècle, bien qu'elle ait perduré au-delà, se base sur la théorie selon laquelle la forme du crâne d'un être humain détermine ses capacités intellectuelles, son caractère et ses comportements. Fondée par l'Allemand Franz Joseph Gall entre la fin du 18e siècle et le début du 19e, cette pseudo-science pose tout de même des suppositions qui se rapprochent de découvertes à venir, notamment l'idée selon laquelle le cerveau est composé de différentes zones fonctionnelles bien localisées. Donc, même dans le faux, il y avait un peu de vrai. Je ne sais pas si ça faisait partie de ça, mais je me souviens, à une époque, on parlait des fois, tu sais, les gens qui avaient des crânes un peu plus volumineux, on disait que c'était des intellectuels ou des gens qui avaient plus de... Oui, c'est vrai. On disait ça des enfants, tu sais, qui avaient le front élevé. Un peu plus bombé. Là, ouais, c'est parce que tu es intelligent. Je ne sais pas si ça c'est un peu dans la même... Oui, c'est un peu dans la même veine. Ouais. La grande erreur de l'Allemand Gall a été d'attribuer ses fonctions à l'os du crâne plutôt qu'au cerveau. Mais en science, plus qu'ailleurs, il faut souvent se tromper de chemin avant de trouver celui de la vérité. Mais le problème avec la science, c'est justement sa capacité à rendre les affirmations de certains scientifiques irréfutables aux yeux du grand public par l'apparente rigueur de sa méthode. C'est sûr que pour que ces techniques-là réussissent, il faut toujours que tu aies des gens crédules qui sont prêts à propager le message. Peut-être, mais je pense peut-être même des gens qui ne sont pas crédules auraient pu embarquer là-dedans si tu as des hommes de science convaincants qui se basent sur des soi-disant données, si tu veux. Ah, oui. C'est possible. Oui, c'est possible. En général, c'est souvent des gens qui croient, mais qui sont grandement défenseurs. Je pense que les gens de science vont réfuter. À moins que quand tu réfutes une idée, ça amène beaucoup de monde à vouloir la défendre. Là. Ça, c'est... En tout cas, M. Génono poursuit en disant « Si vous avancez une théorie farfelue aux yeux de vos contemporains, comme par exemple à l'époque la Terre est ronde, vous risquez de passer pour un abruti ou un hérétique. En revanche, si vous arrivez à donner un vernis de rigueur scientifique à vos affirmations, la plupart des gens n'oseront plus vous contredire et prendront vos affirmations pour de l'argent comptant. En conséquence, la science peut facilement devenir un outil de propagande. Si vous arrivez par exemple à prouver scientifiquement, entre guillemets, que certains attributs liés à l'origine ethnique, comme la couleur de la peau, sont des signes d'infériorité intellectuelle ou de bassesse morale innée, vous pouvez justifier la discrimination. L'apartheid ou l'esclavage sans qu'aucun humaniste ne puisse venir vous contredire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la phrénologie, une théorie qui n'avait pourtant rien à la base de raciste. Franz Joseph Gall pensait simplement avoir fait une découverte qui s'avérerait particulièrement utile dans l'étude des maladies mentales, des comportements criminels ou des capacités intellectuelles. Mais ces idées ont très vite été récupérées par les milieux pro-colonialistes et pro-esclavagistes qui ont rapidement compris l'utilité de prouver au reste du monde une prétendue infériorité naturelle des peuples non caucasiens ou non blancs, si on veut. La phrénologie, en tant que science encore neuve, n'avait alors pas encore les bases méthodologiques suffisantes pour désavouer les tentatives malhonnêtes de récupération idéologique. Ces bases ne se sont d'ailleurs jamais consolidées
puisqu'après un petit siècle d'errance, elle a définitivement été rangée parmi les pseudosciences, à l'image de la voyance ou de l'ufologie. Et de l'horoscope aussi. Tu peux rentrer, oui, si tu veux. Pourtant, pendant toute la première moitié du 19e siècle, Franz Gall s'évertue à construire les modèles qui feraient de cette théorie une discipline solide et crédible. Avec ses étudiants, il analyse des centaines de crânes différents, tentant d'établir des corrélations entre les bosses ou creux de l'os et le caractère ou les capacités intellectuelles des sujets. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, Yvan, et on poursuivra un peu plus tard. Sur cette non-science, mais qui est quand même intéressant à écouter, la phrénologie, donc à Folie douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe nous propose son sujet, le cadre de référence en partenariat entre les personnes soignantes et bénéficiaires. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur la phrénologie. Vous entendrez aussi en chanson Aussi fort de Féfé et Miroir dans le noir de Sophia Nolin. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce, notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec plaisir que j'accueille à nouveau notre collaborateur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, tu es d'Action Autonomie et aujourd'hui, on parle du cadre de référence en partenariat. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. En fait, on parle toujours de santé mentale, bien sûr. Oui, on parle en fait d'établir un partenariat entre les personnes soignantes et les bénéficiaires de services. Le principe étant que il y a deux types d'expériences qui cohabitent et il faut faire en sorte que ces deux types d'expériences-là, l'expérience du patient sur sa propre condition notamment, et l'expérience des soignants, l'expérience théorique et scientifique qu'ont les soignants, que tout ça se mélange ensemble de façon à offrir une meilleure prestation de service et de meilleurs soins aux patients. Donc, de plus faire équipe et non pas de subir et d'être le traitant. D'être en opposition, d'être dans une relation de dominant-dominé. Le ministère, par ce cadre de référence-là, veut amener l'idée qu'on est dans un partenariat, dans une collaboration et qu'on vise tous les deux le même but, c'est-à-dire les personnes soignées et les personnes soignantes, c'est que la personne soignée, son état s'améliore. Donc, le ministère, parce qu'on en a parlé dans d'autres chroniques aussi, on semble avoir une volonté, probablement avec toutes les démarches qui ont été faites, que ce soit par vous, les autres groupes, ou tous les gens qui font un peu de la démarche et qui essaient d'informer le ministère, de dire « changez votre façon de faire ». Il semble y avoir une volonté qui n'a jamais existé, à ma connaissance, dans ce sens-là, d'améliorer les soins, de réduire peut-être les délais, ou en tout cas, de trouver une façon de sauver de l'argent, d'une certaine
certaine façon, si tout le monde travaille ensemble, ça va sûrement aller mieux que si on est en opposition. Donc, ça, c'est nouveau. En tout cas, ça coûte pas plus cher. Non. Mais le défi là-dedans, c'est de faire en sorte que ça c'est déjà écrit sur papier, c'est déjà bien, mais que ça se traduise par des vrais actes sur le terrain. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est que ces cadres de référence-là, souvent, sont lus, puis après ça, sont mis sur la tablette et remplacés par d'autres cadres de référence. Parce qu'il faut comprendre que des cadres de référence, il y en a des centaines qui peuvent sortir par année. Et donc, l'application de ces cadres-là fait pas toujours l'objet d'un suivi très rigoureux. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on en parle, parce qu'il y en a certains, dont celui-ci, dont on trouve qu'il est particulièrement important parce que la marge entre ce qui est prévu par le cadre de référence et la réalité est très, très grande. Par exemple, pour la prestation de soins, parce qu'il y a deux niveaux là-dedans. Il y a la prestation de soins et de services, donc la relation entre un patient et son médecin, mais aussi il y a l'organisation des soins et des services, c'est-à-dire la participation de personnes qui, dans le passé, ont vécu des expériences dans le réseau de la santé et on veut se baser sur ces expériences-là pour améliorer la prestation de soins à d'autres personnes. Donc, ce qu'on vise ultimement avec cette approche-là, il y a des objectifs bien clairs. Ouais. Quels sont-ils? Ben, c'est ça. Notamment par rapport à la prestation des soins, le rapport dit, le cadre de référence dit « Les usagers et leurs proches sont plus en mesure que les intervenants de comprendre les difficultés liées à leur situation, les impacts de leurs conditions et de leur traitement sur leur vie et la façon dont les services pourraient être mieux conçus pour les aider. » C'est très bien, c'est ça qu'on veut, mais c'est pas du tout ça qui existe. La marge est très, très grande avec ce qui existe parce que dans la réalité, surtout en santé mentale, on est porté à vouloir encadrer les gens, à vouloir les contrôler beaucoup plus que de les soigner de façon à ce qu'ils aillent mieux. On veut atténuer des symptômes ou des comportements que les soignants jugent problématiques sans demander à la personne la relation, mettons, qu'elle a avec ces comportements-là. Donc, on veut, la plupart du temps, procéder par médication, avec tous les effets secondaires que ça peut amener et qui suscitent peu d'intérêt chez les soignants, mais qui sont très, très problématiques pour les personnes soignées. Et donc, tout ce dialogue-là que le cadre de référence souhaite voir établir, dans beaucoup de cas, surtout en santé mentale, il n'existe pas. Et donc, on espère que ce cadre de référence-là va susciter une prise de conscience là, chez les personnes qui travaillent dans le réseau, de façon à ce qu'on développe un petit peu l'écoute avec les patients, parce que nous, les gens, c'est ça qu'ils nous disent qui manque le plus dans le réseau dans le réseau de la psychiatrie en particulier, c'est écoutez-nous, écoutez ce qu'on a à dire, écoutez comment on se sent, puis écoutez l'effet que vos médicaments font sur notre vie et tenez compte de ce qu'on vous dit. Et ça se fait très, très peu à cause de la stigmatisation, ce que nous, on appelle le stigmate de la folie. Ouais. À partir du moment où une personne est étiquetée comme folle, ben, on ne s'intéresse plus à ce qu'elle ressent et on se donne le droit de la contrôler sans lui demander son avis sur rien. Alors que même dans une période sombre là, de la personne qui se sent mal, ça, à quelque part, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle exprime. On peut pas dire que la personne, même quelqu'un qu'on dit personne folle, là, il y a quelque chose de vrai. Si on l'écoute vraiment, la personne n'a pas complètement perdu ce qu'elle ressent et comment elle se sent dans cette situation-là. Et même si elle a perdu contact avec la réalité, dans la plupart des cas, cette perte de contact-là, elle est temporaire. À un moment donné, la personne revient, quitte son état dit psychotique et on peut discuter avec elle de ce qui s'est passé pendant cet état-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet état-là ne revienne pas et qu'il s'établisse un vrai partenariat entre la personne et les médecins et les soignants de façon à ce que l'expérience vécue par la personne durant sa période de vulnérabilité, elle soit communiquée, comprise et opérationnalisée par le personnel soignant de façon à ce qu'on utilise cette information-là pour aider réellement la personne et pas uniquement pour la contrôler et l'abrutir à coups de médicaments. Oui, Jean-François, donc tu nous parles de partenariat entre les gens qui ont des problèmes de santé mentale qui veulent avoir des services et le personnel médical ou personnel soignant. Comment on peut organiser tout ça? Comment on peut définir l'organisation? En fait, quelles seraient les façons d'organiser ça? Justement, c'est le deuxième niveau du cadre de référence, c'est qu'on dit non
seulement il faut qu'il y ait un partenariat entre le patient et son médecin dans une période de soins actifs, mais il faut aussi qu'il y ait une participation de la personne en tant que citoyenne à l'organisation des services, à la gestion, à la planification de tout ça, de façon à ce que les méthodes qui sont utilisées dans les hôpitaux, puis le cadre, il ne s'adresse pas uniquement à la santé mentale, il s'adresse à tous les aspects de la santé. Donc, dans l'ensemble de la prestation de service, on puisse tenir compte de ce qu'on appelle le savoir expérientiel de la personne, qu'on puisse se baser là-dessus pour voir c'est quoi les limites de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et c'est quoi les moyens d'aller plus loin puis d'améliorer la prestation de service compte tenu de ce qu'on sait que ça a fait vivre aux personnes. Oui. Et est-ce que est-ce que d'après ce que c'est ça, on parle beaucoup d'informations la volonté est là, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'observer actuellement dans le domaine? Est-ce qu'il y a des gens qui organisent des choses en particulier? Oui, mais nous, on a certaines critiques par rapport à la façon dont ça se fait et même de la façon dont c'est prévu par le cadre de référence, parce que on veut impliquer les personnes beaucoup sur une base personnelle, c'est-à-dire moi, comme patient, ce que j'ai vécu, alors que nous, on a une approche beaucoup plus collectiviste. On dit, dans l'organisation des soins, il faut qu'il y ait une forme de représentativité, peut-être pas de l'ensemble de la population, mais qu'il y ait plus qu'une personne qui soit impliquée et qu'au moment où elle parle, elle soit en représentation de d'autres personnes. Nous, on trouve ça plus riche comme participation et ça amène évidemment un développement un peu plus critique de ce qui est présenté. Parce que sinon, on peut faire une sélection très, très rigoureuse des gens qui vont aller dans le sens de l'idée déjà en place dans l'établissement, puis il n'y a rien qui va changer finalement. Alors que nous, on dit, si on implique des personnes, c'est pour qu'il y ait des choses qui changent, parce qu'il y a des personnes qui sont maltraitées présentement dans le réseau de la santé en général et dans le réseau de la santé mentale en particulier. Et l'autre problème, c'est celui de la rémunération. Ce qui se passe, c'est que quand une personne participe à des comités, mettons, de gestion sur une question ou sur une autre liée à la prestation de services de santé, elle est assise avec des cadres, avec des décideurs, avec des cliniciens, tout ça. Tous ces gens-là sont payés 50, 60, 100 000 $ par année. Et la seule personne qui est là sur une base bénévole, ce sont les patients. Et le cadre de référence dit précisément les usagers et leurs proches s'engagent sur une base volontaire comme partenaires du système. Ils ne sont pas considérés comme des employés. Par conséquent, ils ne sont pas rémunérés. Et toute forme de rémunération financière ou de compensation financière ne s'avère pas indiquée en situation de partenariat. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Puis, il y a des établissements qui avaient commencé à mettre en place des moyens de pouvoir rémunérer un petit peu les gens, parce qu'ils consacrent du temps puis de l'énergie à ça, et ce temps et cette énergie a ou devrait avoir la même valeur que celui des employés du réseau. Et ça, c'est pas reconnu par le gouvernement. Pour nous, c'est un frein très réel à l'implication des personnes, et il y a une espèce de forme de paternalisme là-dedans où on dit, oui, on va vous écouter, mais on va vous écouter gratuitement. Puis, il s'agit souvent, évidemment, de personnes qui ont pas des moyens financiers très, très développés, ils sont souvent défavorisés. Ça aurait été une façon de reconnaître un petit peu leur expertise, puis de les faire peut-être sortir à terme un peu de leur précarité financière. Mais non, le ministère ferme la porte à ça et dit, si vous voulez vous impliquer, bravo, mais vous allez le faire gratuitement. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. C'est ça, parce qu'on a entendu dans le passé, même un de nos collaborateurs participer à des réunions, puis moi, j'avais l'impression que ça allait en s'améliorant ou en grandissant, cette approche-là, mais d'après ce que tu dis, c'est ça, on l'essayait un peu, mais c'était un peu timide, puis là, ça... Mais c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que dans certains établissements où on avait peut-être l'idée d'apporter une forme de rémunération, là, on dit, on peut plus parce que le cadre de référence nous en empêche. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des dizaines de cadres de référence qui prévoient plein de choses qui n'ont jamais été mises en pratique par les établissements. Fait que là, on se dit, pour une fois, s'il n'y avait pas un respect parfait
l'effet de cette directive-là qui est prévue dans le cadre de référence, ça ne serait pas la fin du monde, puis ça pourrait peut-être contribuer à améliorer le partenariat lui-même, puis à amener des personnes sur un plus long terme, puis sur une base plus dynamique dans l'organisation des soins. Donc, on continue d'espérer qu'il va y avoir de la part des établissements, puisque c'est le problème aussi de ces cadres de référence, c'est qu'ils ne font pas souvent l'objet de suivi de la part du ministère. Donc, en quelque part, personne ne va le savoir si à l'intérieur de leur masse budgétaire, les CIUS consacraient quelques centaines ou quelques milliers de dollars à la rémunération des personnes qui participent à l'organisation des soins. Donc, c'est une question de volonté administrative. Il faut comme se croiser les doigts que ça tombe dans des personnes voulant bien que ça se réalise, et puis là, ça va se réaliser. Tu sais, on est un petit peu dans l'espoir, mais sans trop être sûr que ça va se réaliser. Exactement. Quand même, et ils ont surtout une excuse toute prête pour ne pas le faire. Ouais. Donc, on n'est pas très optimiste qu'ils vont effectivement le faire. C'est intéressant. Merci beaucoup, Jean-François, de tes informations. On pourrait mentionner les coordonnées pour vous joindre, pour en savoir plus sur ça ou pour tout autre sujet concernant la santé mentale, défense de droits surtout. Oui. Donc, Action Autonomie. Vous pouvez nous appeler par téléphone au 514-525-5060 et vous avez toujours accès à notre site internet, le www.actionautonomie.qc.ca. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, d'avoir été des nôtres, et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. C'est maintenant le moment du bloc Espresso allongé. Le sujet entamé plus tôt, la phrénologie. Pierre, tu nous as parlé, donc c'est un peu une science qui n'en est pas une, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Il faut aussi dire que son idée était récupérée par, on va dire, le parti nazi aussi. Oui, c'est vrai, oui. Ça trouble encore plus que juste des scientifiques. Tu veux dire qu'il accordait une importance au crâne? Oui, ça. Puis l'eugénisme aussi, qui était la stérilisation des déficients aussi, qu'ils ont pratiqué malheureusement. Oui, mais ça, c'est autre chose, pas exactement le crâne, mais en tout cas. Je vais poursuivre donc cet article écrit par M. Génono, journaliste français et amateur de rap. Alors, je disais que l'Allemand Franz Joseph Gall avait démarré cette pseudoscience qu'on appelait la phrénologie. Les bosses, selon lui, les bosses du crâne se formeraient en fonction des zones les plus actives du cerveau. À l'instar d'un muscle, ce dernier s'hypertrophierait ainsi dans le cas de sollicitations intenses et répétées. Un mathématicien qui ferait appel chaque jour à la zone cérébrale détenant l'intelligence mathématique verrait ainsi cette partie du cerveau gonfler et déformer l'os du crâne, créant une bosse. Sur le même principe, une zone trop peu sollicitée finirait par laisser un creux. En réalité, ces reliefs n'ont absolument aucun rapport avec la forme du cerveau, un organe mou et spongieux qui, en temps normal, n'a aucune raison de gonfler et surtout qui aurait beaucoup de mal à déformer un os aussi solide. Et l'autre grande erreur de M. Franz Joseph Gall concerne la nature des fonctions qu'il attribue aux différentes zones du crâne. Selon lui, des attributs comme le sens du langage et de la parole, qui existent réellement, côtoieraient des caractéristiques bien plus farfelues comme l'amour du foyer conjugal, le talent poétique ou, dit-il mon préféré, l'esprit de calembour. Peu concluante et trop soumise à l'interprétation des médecins, la discipline perd peu à peu de son crédit scientifique, mais trouve tout de même un certain écho populaire, particulièrement en Angleterre et aux États-Unis et par extension dans les colonies anglaises, où de nombreux ouvrages sur le sujet sont publiés à des centaines de milliers d'exemplaires et où de nombreux phrénologues cherchent à diffuser leurs idées, notamment par le biais de consultations privées. On consulte alors un phrénologue pour tout type de questions, un peu comme on peut consulter un psychologue ou un magnétiseur aujourd'hui. Oui, ça peut permettre à soutirer beaucoup d'argent à des gens qui sont très crédules et des fois pas fortunés. Là. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on parlait des enfants, on disait « Ah, ça, c'est la bosse d'intelligence. » D'après sa forme de... Oui, c'est vrai. Donc, je poursuis l'article. La dimension très arbitraire de la phrénologie pose un gros problème en termes d'interprétation des données. En clair, comme avec l'astrologie ou les statistiques du chômage,
On peut faire de tout dire ce qu'on veut à la forme d'un crâne humain. À partir du moment où on a décidé que tel individu serait instinctivement agressif, spirituel ou idiot, il suffira d'interpréter ses bosses sous tel ou tel angle afin de justifier sa nature. La discipline fondée par Franz Joseph Gall entre alors en communion avec les études anatomiques raciales qui tentent par tous les moyens de prouver que l'homme blanc est naturellement supérieur aux autres. Les anthropologues déterminés à légitimer le racisme voient la phrénologie comme un outil particulièrement efficace pour les travaux déjà engagés par la craniométrie, une autre pseudo-science sur l'étude du crâne humain à travers ses dimensions et sa morphologie plutôt que par le biais des bosses. L'un des principaux défenseurs de la phrénologie raciale s'appelait Charles Caldwell, médecin américain ayant vécu à la même époque que Franz Gall, convaincu de l'existence de 4 races humaines distinctes, issues de 4 lignées évolutives différentes, reconnaissables par leurs caractéristiques anatomiques respectives. Charles Caldwell, par ses correspondances dans lesquelles il justifie régulièrement l'esclavage, a notamment inspiré l'une des scènes cinématographiques les plus représentatives de ce qu'est la phrénologie. Ce fameux dîner dans le film Django Unchained. Est-ce que tu l'avais vu? Oui, le film de Tarantino. Oui, exactement. Un western américain sorti en 2012 au cours duquel Leonardo DiCaprio saisit un crâne et explique, entre autres, qu'une certaine partie correspond à la soumission naturelle des esclaves noirs. Cette scène illustre de manière assez exceptionnelle la pensée généralisée des esclavagistes et surtout leur raisonnement qui pourrait presque paraître logique s'il ne se basait pas sur des prémices erronées. Selon ces penseurs, les peuples non caucasiens ou non blancs, et particulièrement les peuples noirs, seraient programmés par Dieu pour être soumis et domptés par une race intellectuellement supérieure. Comme l'écrit Caldwell dans ses correspondances avec certains de ses proches, ils sont esclaves car ils sont apprivoisables. C'est spécial. C'est assez spécial. Non, c'est quand même controversé. Oui, mais je vais sauter à la conclusion tout de suite. On nous dit, avec les progrès de la médecine et de la science, la phrénologie finit lentement par s'éteindre. Dès la fin du 19e siècle, les théories scientifiques raciales redoubleront pourtant de vigueur par la suite, atteignant leur apogée sous la règne du Troisième Reich, particulièrement attaché à démontrer la supériorité génétique de la race aryenne et l'infériorité naturelle d'ethnies bien précises. Certains musées proposent encore aujourd'hui des collections phrénologiques, proposant aux visiteurs de jeter un œil à des dizaines de crânes cartographiés selon les critères de l'époque. Vous pourrez notamment localiser la région dans laquelle siègent les calembours et ainsi comparer avec vos propres bosses pour savoir si vous avez l'âme d'un grand comique. Intéressant, c'est un sujet quand même qui a sûrement... Comme que je devrais avoir une grosse tête, puis j'en fais beaucoup de calembours. Ouais, merci Pierre, merci Ghislain. Merci. La phrénologie, donc, à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, Ghislain Malo en ma compagnie. Alors, oui. Ghislain, on va nommer les chansons qu'on a pu entendre aujourd'hui à l'émission Folie Douce. En début d'émission, on a écouté Du bout des doigts. De Hippocampe Fou. On a écouté Jalousie. De Angèle. Dans la deuxième demi-heure, Aussi fort. De Féfé. Et à l'instant, Miroir dans le noir. De Safia Nolin. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical, Ghislain, à toi et à Pierre. Merci pour ta recherche également. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que pour tes blocs Espresso, où tu nous as parlé de la phrénologie. On a eu notre invité en début d'émission, Éric Maisonneuve, qui nous a parlé de Homme Québec. Et notre collaborateur Jean-François Plouffe, pour sa part, nous a parlé du cadre de référence en partenariat entre les personnes soignantes et bénéficiaires. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.
bop 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 da da bop 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 bop